Salut! Dans cette vidéo, je vais parler de la programmation du contrôle d'adhérence et du launch control dans les boîtiers MaxCQ. Quelle est la différence entre le traction control et le launch control? Donc, le traction control, c'est un système dans lequel vous définissez le slip, donc le glissement maximal autorisé entre les roues. Et ensuite, le système, la fonctionnalité, elle permet de diminuer le glissement jusqu'aux limites autorisées en diminuant le couple du moteur. Le launch control, il agit sur le régime uniquement. Vous définissez le régime maximal du moteur. Vous allez éventuellement faire cirer les roues. Et pour pas que... Donc même si le traction control est en train de fonctionner, il est possible que le régime s'envole, et c'est là que le launch control va aussi prendre la main et limiter le régime. Donc ce sont deux systèmes complémentaires, et moi je dirais que launch control vient par-dessus du traction control. Le launch control, c'est un truc qui est utile pour accélérer, donc en général en ligne droite, mais pas forcément. Alors que le traction control, c'est un truc qui est utile dans toutes les conditions, c'est-à-dire que non seulement pour démarrer sur un sol glissant, la neige, etc., mais aussi quand vous prenez un virage, vous rentrez trop fort. Ça va vous permettre de, même si vous accélérez un peu trop fort et que la voiture a commencé à dériver, le système va essayer, ou en tout cas aider à rattraper la voiture pour limiter donc le glissement des roues. Dans ces conditions, en général, le launch control ne va pas fonctionner, ne serait-ce que parce que pour le launch control, en général, on définit une vitesse maximale. Et par contre, si vous voulez le faire en roulant, il y a un autre truc qui s'appelle rolling launch control. Comme son nom l'indique, c'est pendant qu'on roule. Mais moi, je l'utilise pas. Et la dernière chose, c'est la manière d'activer ou désactiver ces deux fonctionnalités. Moi, j'autorise le traction control en permanence à partir de 0 km/h, donc il est tout le temps enablé. Et le launch control tout le temps enablé jusqu'à 20 km/h. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça, parce que vous avez d'autres moyens de définir comment vous activez et désactivez ces fonctionnalités à travers, en fait, par exemple, en utilisant les internal outputs. Donc moi, j'ai un signal qui s'appelle TZ Disabled, euh, qui définit les conditions dans lesquelles j'éteins le traction control. Par exemple, au ralenti, quand j'éteins tout simplement le traction control par un bouton, et pour les RPM assez faibles parce que sinon le moteur cale. Et là, vous pouvez utiliser donc cette fonction là, traction control disable. Et pour le launch control, il y a exactement la même chose, sauf que la logique est inverse. Il y a un truc pour enabler. Donc c'est pour ça que je suis obligé de définir un autre signal qui fait juste l'inversion du TC disabled et qui l'envoie dans le launch control. Rien ne vous empêche d'avoir des conditions très complexes, ou alors, tout simplement avoir un bouton pour autoriser ou pas, pour activer ces fonctionnalités. Alors, en quoi consiste la programmation du traction control? Donc, déjà, il faut définir un tas de choses qui concernent les capteurs de vitesse des roues. Donc le traction control a besoin de connaître la vitesse des roues driven et undriven. Les driven, donc ce sont les roues qui sont entraînées par le moteur, et les undriven, ce sont celles qui sont poussées par la voiture. Donc, dans mon cas, j'ai une propulsion, donc ça veut dire que les driven sont à l'arrière. Donc il vous demande driven, donc vous avez plusieurs trucs. Bon, voilà, moi j'utilise les driven wheel speed. Dans ce menu-là, en gros, vous pouvez rentrer que vous avez une boîte manuelle, mais je ne sais pas trop à quoi sert tout ça. J'ai rentré les rapports, mais en réalité, je crois qu'ils ne servent à rien. Ensuite, vous devez rentrer la taille des roues, hein, puisque pour connaître la vitesse en km/h, il faut connaître la circonférence des roues. Et ensuite, vous devez définir comment sont les capteurs. Donc moi, j'utilise des capteurs ABS.
sur les roues, sur les 4 roues. Alors, l'énorme avantage des capteurs ABS, c'est qu'ils sont extrêmement précis et que, donc il y a beaucoup de dents, en général trentaine, quarantaine, sur la roue. Et donc, ça veut dire que le boîtier peut connaître très précisément la vitesse et des vitesses très très faibles, genre 0,3 km à l'heure. Vous pouvez également utiliser donc des capteurs sur la transmission. Alors, je vais essayer, voilà, Driven Wheel Sensor Layout. Donc, en fait, ici, vous choisissez en gros où sont vos capteurs donc de roues entraînées, les driven, par le moteur. Donc 2, 1 ou sur la transmission. Alors je vous déconseille d'utiliser les capteurs sur la transmission. Par exemple, le capteur de vitesse de la voiture est souvent sur la transmission, sur une propulsion. Mais le problème, ce sont les jeux dans la transmission. C'est-à-dire que entre l'arbre de transmission et les roues, il y a le différentiel et les cardans. Dans le diff, il y a toujours un jeu de fonctionnement. Et dans les cardans, il y a souvent du jeu. Et en fait, à faible vitesse, les à-coups de moteur et les à-coups d'accrochage des roues vont faire que ce jeu va totalement perturber la mesure et ça sera complètement faux. Donc jusqu'à, mettons, 10 km à l'heure, si les roues n'accrochent pas bien, ça va être n'importe quoi, ça va pas marcher. Donc vous pourrez pas l'utiliser, votre système, pour démarrer sur la neige ou l'herbe. Ici, on choisit donc si c'est donc propu ou traction. Hein, moi, j'ai une propu. On a le rapport du diff. Ça, c'est une information utile à rentrer. Par contre, donc ensuite, on dit comment les undriven wheels, donc celles qui sont poussées par la voiture, comment le boîtier définit la vitesse réelle, on va dire, du véhicule. Donc voilà, vous avez des choix. Et vous avez aussi cette table qui est en gros la même qu'ici, c'est-à-dire que là vous avez des rapports de vitesse et là vous avez de nouveau les rapports de vitesse, mais en fait ça, si je comprends bien, donc bon, pas avec une boîte manuelle, c'est pour que le boîtier puisse calculer en quelle vitesse est la boîte. Donc input device pour calculer tout ça. Et en réalité, moi je constate que ça marche pas du tout. Donc l'information à l'intérieur, la donnée, ça s'appelle VSS Gear. Donc VSS c'est Vehicle Speed Sensor probablement, mais je constate que ça marche pas du tout. Donc je pense que même cette table elle ne sert à rien, enfin, en tout cas dans mon cas. Voilà. Donc speed limiter, bon bah c'est sans papillon électronique, c'est un peu difficile. Enfin bon, c'est pas très utile. Ça, j'utilise pas. Et donc ensuite, vous devez définir les glissements maximum autorisés. Et dans mon cas, en fait, j'ai aussi un capteur ESP d'une Mazda, je crois, qui mesure deux choses, les axelles latérales et la direction dans laquelle roule la voiture. Donc 0 c'est tout droit et puis 15-45 c'est on tourne de 45 tout ça par seconde. Hein. C'est 2 degrés par seconde, je crois. Donc il est évident, donc ça ce sont le genre de table que vous pouvez trouver sur internet. Et il est évident que quand la voiture va tout droit, on peut autoriser plus de glissement que quand elle est en train de tourner. Et plus elle tourne fort, plus vite, enfin, je veux dire, plus l'accélération est élevée, moins vous pouvez autoriser le glissement, parce que vous aurez moins d'adhérence, parce que vous avez un transfert de masse, et il y a une des deux roues qui va certainement décrocher à un certain moment, ou en tout cas, elle peut décoller plus facilement, donc elle adhère moins, en fait. Donc une fois que vous avez défini les limites de glissement, vous allez là-dedans, et là-dedans vous définissez comment vous contrôlez le couple pour rester dans ces limites. Euh, Ici, donc en gros, le boîtier, qu'est-ce qu'il peut faire pour contrôler le couple? En fait, il peut le diminuer en coupant l'allumage, en coupant l'injection et en retardant l'allumage. Donc moi, donc vous avez les choix. Moi, j'utilise donc la coupure d'injection plus de l'allumage.
Couper juste l'allumage signifie en général que ça va pétarader dans l'échappement. Bon, bah, si vous aimez cette musique, pourquoi pas. Moi, j'ai aussi en plus des pots catalytiques. Et ensuite, donc on rentre le retard maximal. Bon, moi j'ai un moteur turbo qui n'a pas beaucoup de frein moteur et franchement, je trouve que le retard de l'allumage n'a pas beaucoup d'incidence sur le couple, sauf à très très faible vitesse, donc vraiment au démarrage. C'est pour ça que j'autorise donc 10 degrés de retard. Et pour configurer la coupure de l'injection, il y a donc ce paramètre. Il y a une aide ici, mais il y a des erreurs dedans. Donc, en gros, c'est 20% veut dire que quand le retard d'allumage euh, fait par le boîtier va atteindre 20% des 10 degrés, le boîtier va aussi commencer à couper l'injection. Donc à 2 degrés, à partir de 2 degrés et jusqu'à 10 degrés, il y aura des coupures de l'injection. Si ici on avait 40%, donc ça serait qu'à partir de 40% de cette valeur maximale donc de 10 degrés, donc ça serait à 4 degrés, à partir de 4 degrés de retard, on commencerait aussi à couper l'injection. Ça définissait à quel moment on commence à couper l'injection, mais ça ne dit pas comment couper l'injection. Et pour ça, vous avez ces paramètres, cette table-là, qui peut aussi avoir cette forme-là, en fonction de la vitesse. Moi, ça me convient pas. Ici, on dit en fonction des conditions, donc si on, de combien on coupe en pourcentage. Donc 45%, ça veut dire que, de ce que je comprends, 45% des événements d'injection vont être coupés. Ici, 15, c'est donc que 15. Pourquoi je fais comme ça? C'est parce que, donc ici, moi, j'utilise maintenant un système basé sur le couple, donc torque. Je calcule le couple, en gros, du moteur. Quand le couple est très faible, si vous coupez beaucoup l'injection, le moteur risque de caler, surtout si la vitesse n'est pas élevée, puisque l'inertie du moteur de la voiture n'est pas énorme. Donc, et si en plus c'est assez désagréable. Donc, plus le couple augmente et plus ce moteur va pouvoir résister aux coupures et quand même continuer à pousser la voiture. Et bon, vous pouvez essayer, mais si vous mettez genre 60-70% de coupure, vous allez voir que c'est carrément insupportable. C'est très violent. Donc, en gros, quand je démarre, quand la voiture n'avance pas fort, ou alors quand j'accélère pas fort, je coupe très peu, parce qu'il suffit de pas grand-chose pour diminuer le couple du moteur. C'est surtout l'inertie de la voiture qui joue, et donc couper l'injection ne sert pas à grand-chose. Et quand j'accélère fort, là, j'autorise de grosses coupures. Ensuite, vous avez cette boucle PID qui justement est censée contrôler comment va commencer ce retard d'allumage plus les retards donc les coupures de l'injection et de l'allumage. Mais en réalité, je trouve que c'est extrêmement difficile à régler parce que c'est très difficile de reproduire les mêmes conditions pour essayer un nouveau réglage pour voir si ça marche mieux ou pas. Donc moi j'utilise quasiment les nombres, enfin les paramètres par défaut et en fait j'observe un fonctionnement assez binaire, c'est-à-dire que soit ça intervient pas, soit ça intervient au maximum, ça retarde 10 degrés et puis ça commence à couper. Alors les coupures, ce qui s'appelle le power limit dans les paramètres, les coupures, elles sont assez progressives. Par contre, le retard là et puis le fait même d'intervenir, c'est très binaire. Je trouve que le seul paramètre utile, c'est ça, c'est avec quelle vitesse diminue le power limit. Et donc, il faut pas qu'il soit trop rapide parce que ça devient encore plus binaire. Alors ici, vous avez le paramètre à partir de quelle vitesse vous autorisez le traction control. Donc, jusqu'à il y a pas longtemps, en fait, on pouvait pas mettre 0. Enfin, on pouvait mettre 0, mais c'était inutile parce que quand les roues entraînées par la voiture étaient arrêtées, le glissement était toujours 0. Donc moi, j'ai demandé une modif. Et donc, à partir probablement de cette version-là de 1.156,
on a maintenant, donc ils mettent 1000. Si les roues avant sur ma propu ne bougent pas et les roues arrière commencent à bouger, ils mettent 1000% donc de glissement. Ça ferait l'infini parce que c'est une division par 0. Ils mettent 1000, donc en fait vous savez qu'il y a un glissement, vous ne savez pas de combien. Mais en fait il faut juste intervenir. Ça veut dire que vous êtes en train de démarrer sur la neige ou sur la glace ou sur l'herbe. Voilà. Ça suffit déjà pour que ça marche assez bien. Alors, je vais vous laisser regarder une séquence que j'avais filmée pour une autre vidéo où je montre justement la différence entre démarrage avec et sans traction control sur le gravier chez moi. Vous verrez que avec le traction control, il y a le check engine qui s'allume sur le tableau de bord. Et en fait, c'est parce que je le fais allumer quand le traction control est en train de fonctionner. Donc, vous verrez à quel moment ça intervient. Je vais démarrer et je vais vous montrer comment fonctionne le contrôle d'adhérence, le traction control. Chez moi, j'ai du gravier. Quand je vais accélérer, vous allez voir là sur la jauge, elle va monter quand j'accélère. Donc ça montre à peu près la position de la pédale. Puis il faut regarder le régime parce que quand ça dérape, évidemment le régime monte. Alors que bon, la vitesse, malheureusement, on peut rien voir. Mais on peut voir comment je dose l'accélérateur. Alors ça c'est avec le traction control. Ok. Ça c'est sans le traction control. Alors, ce qui est très particulier avec les traction control, c'est que c'est très difficile à bien configurer parce que c'est vraiment très difficile de reproduire les mêmes conditions. C'est-à-dire que si vous voulez régler le démarrage sur le sol glissant, ça c'est assez simple. Mais par contre, essayez par exemple de régler la boucle PID quand vous êtes dans un rond-point à fond. Ben, enfin, il faut être un bon pilote, il faut avoir un endroit où il n'y a pas grand monde, etc. Et puis même ça, c'est assez difficile de reproduire exactement les mêmes conditions, sauf si vous êtes un as de drift. La même chose pour les accélérations. Vous avez une route cabossée, vous accélérez un peu fort, ça commence à décrocher. Ben, c'est un exercice difficilement reproduisible, donc c'est difficile de régler tous ces paramètres. Moi, j'ai réussi à avoir un truc qui marche assez bien. Si j'arrive un peu vite dans un rond-point, etc., la voiture rattrape plus vite que moi. Moi, j'ai même pas le temps de réagir. Pouf, c'est déjà bon, elle ne glisse plus. Mais bon, je suis pas sûr que dans toutes les conditions, ça sera pareil, quoi. Voilà. Je peux pas essayer toutes les conditions. Donc ça, c'est le problème du traction control. Alors maintenant, le launch control. Alors c'est un truc qui n'est pas très facile à expliquer sans dessin. Donc je vais utiliser un de mes logs. Donc globalement, c'est pas très compliqué. Donc tout ça, c'est fait pour programmer pour que le boîtier puisse limiter le régime du moteur en fonction des conditions. Donc en fait, cette table, par exemple, elle dit donc 1500, il faut pas que ça dépasse 1500 plus les marges. Donc ces paramètres-là, ils permettent donc de définir comment donc c'est limité. Donc en gros, ici vous avez le RPM, mais ensuite vous dites donc jusqu'à quelle vitesse il faut que ça fonctionne, le speed source, donc quelle est la source de la vitesse de cette vitesse-là. Donc moi j'utilise Undriven, hein, puisque c'est les roues qui cirent pas. Je ne le fais pas quand je suis au ralenti, le launch control, c'est-à-dire quand j'ai relâché la pédale. Et ensuite, il y a des marges, etc. Bon, la doc de tous ces paramètres est relativement bien faite. Le max drop, ça c'est en fait ce 40%, c'est comment on coupe l'injection. C'est-à-dire qu'ici, ça s'appelait donc retard range et ça s'appelait fuel cut. Et en fait, le paramètre s'appelle power limit, alors qu'ici, ça s'appelle max drop. Et sur les courbes, ça s'appelle fuel cut. Bon, je vous montrerai.
maintenant, juste pour simplifier l'explication, on va prendre un log. Oui, je vais juste dire. Donc, j'utilise un paramètre que j'appelle Estimated RPM. Estimated RPM, c'est en gros quelle serait la vitesse du moteur en partant de la vitesse des undriven wheels, donc des roues entraînées par la voiture. Et en fait, c'est une vitesse, on va l'appeler idéale, d'accord? Donc, le véhicule, quand vous avez une vitesse enquillée, la voiture est à l'arrêt, bah, le RPM serait à zéro, n'est-ce pas? Puisqu'il y a un lien direct mécanique entre le moteur et les roues. Et ensuite, plus la voiture accélère, donc ça, c'est la vitesse de la voiture. Ça, c'est la vitesse des roues entraînées par la voiture. Et plus la vitesse accélère et plus le régime moteur augmenterait. Donc ça marcherait avec un moteur électrique, mais ça ne fonctionne pas avec un moteur thermique, hein, puisqu'il faut qu'il tourne à une certaine vitesse. Donc c'est pour ça qu'on voit que la vitesse, ça c'est la courbe de la vitesse réelle du moteur. Et on voit qu'en fait, d'abord j'ai donné 3 coups d'accélérateur, on était à 3000 tours, j'ai embrayé et pouf, ça s'est écroulé, le régime est tombé à 2000 tours. Et ensuite, j'ai commencé, donc j'ai fait cirer certainement l'embrayage. Et ensuite, j'ai commencé à avoir du glissement de roue. Et c'est là que le système, le launch control, a commencé à limiter le régime du moteur et on est resté en gros à 1700 tours. Et quand vous accélérez donc fort, hein, vous allez toujours avoir ces deux courbes, hein. Donc c'est la courbe réelle du RPM et la courbe, on va dire, idéale, qui vont petit à petit se rejoindre. Et là, elles se sont rejointes. Donc ici, il n'y a plus de glissement. Donc l'objectif du launch control, c'est d'assurer une certaine distance, en gros, enfin le but, c'est pour ça qu'on l'utilise, c'est pour qu'il y ait une certaine distance, une différence entre la vitesse idéale du moteur et la vitesse réelle. Et si la vitesse réelle est au-dessus de la vitesse idéale, ça veut dire que les roues glissent. Et pourquoi on veut qu'elles glissent? C'est parce que si on veut accélérer fort, euh, les pneus adhèrent le mieux quand elles ont un glissement on dit entre 5 et 10%. Donc en fait, si on ne glisse pas du tout, on accélère moins vite que si on glisse un peu. Et donc, idéalement, si j'accélérais à fond, et si j'avais suffisamment de puissance, cette courbe réelle serait toujours 10% au-dessus de la courbe idéale. Voilà, donc ça, c'est le but, en gros, du launch control. Et c'est ce qu'on voit sur ma programmation, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends ici, on voit que le régime idéal est à 7000 tours, moi j'autorise le régime jusqu'à 8000 tours. Et donc en fait c'est linéaire, hein. Donc en fait cette courbe rouge, elle est en gros à 10% au-dessus de la courbe idéale. Voilà. C'est le régime que j'autorise. Mais bon, après, il y a aussi des marges, hein. Donc c'est de 200 RPM et tout ça. Mais en gros, c'est ça l'idée. Alors, la grande question que j'avais, c'était est-ce que on peut utiliser les deux fonctionnalités Launch Control et Traction Control en même temps? Donc, si on regarde, le Traction Control chez moi fonctionne à partir de 0 et jusqu'à l'infini. Et le Launch Control fonctionne de 0 à 20 km à l'heure. Donc, jusqu'à 20 km à l'heure, ces deux fonctionnalités, ces deux trucs pourraient fonctionner en même temps et donc intervenir en même temps. Et donc j'ai un log qui montre que c'est vrai que ça fonctionne. Donc cette courbe-là, ça c'est le power limit. Ça c'est l'intervention du traction control. Donc ici, en fait, j'étais en train de démarrer à partir de 0. Donc vous avez la vitesse du véhicule, donc voilà, 0,6 km à l'heure et tout ça. Ça a commencé à cirer, parce que c'était sur du gravier. Et le traction control a commencé à fonctionner. D'accord? Donc vous voyez que l'intervention est très violente du power limit. Donc en fait, c'est la coupure de l'injection.
L'allumage, voilà, l'allumage là, il a reculé tout de suite de quasiment 10 degrés. Et ensuite, il a récupéré. Donc ici, on avait le traction control. Et donc on avait, vous voyez, le wheel slip était de 1000%, de 1000% parce que en fait c'est 1000 qu'ils mettent quand le véhicule est à l'arrêt. Et ça, c'est l'intervention du launch control. Ce que vous voyez ici, le fuel cut, ça c'est les coupures de l'injection par le launch control. Et on a une zone où les deux se chevauchent. Vous voyez, là c'est le traction control et ça c'est le launch control. Donc ils fonctionnent en même temps. En sachant que là, je roulais déjà à 18 km à l'heure. Voilà. Donc en dessous encore, enfin, quand le launch control fonctionnait encore. Et ensuite, le launch control en fait disparaît parce qu'on dépasse les 20 km à l'heure. Et le traction aussi, puisque ça ne tire pas. Et puis de toute façon, j'ai arrêté d'accélérer. Donc sur ce log aussi, donc on peut voir, donc ça c'est le driven wheel. Donc ça, ce sont les roues entraînées par le moteur, la vitesse des roues entraînées par le moteur. Et ça, c'est la vitesse undriven. Donc encore une fois, on voit que, en fait, c'est comme pour le régime moteur. En fait, les deux courbes à un moment vont se croiser et vont évoluer ensemble parce que ça, c'est la vitesse en gros des roues passives et ça, c'est les roues actives. Voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires ou peut-être que vous avez trouvé d'autres moyens d'utiliser ces fonctionnalités. Moi, je serais ravi de lire vos commentaires. À la prochaine, au revoir.